Bonsoir à vous qui nous rejoignez dans la ferveur de Kinshasa ou sous le ciel lourd de Bukavu. Un salut fraternel à Mulume Mondo et Blaise Ebele qui portent avec nous cette exigence de vérité. Ce soir, nos pensées et notre solidarité la plus totale vont vers nos fils de l'Est, nos compatriotes d'Uvira et de Goma, qui font face à la pression constante des armes et de l'incertitude des combats. Que vous nous écoutiez depuis Paris, Pékin ou Sydney, vous savez que notre nation traverse un carrefour où la quête de justice historique, portée par l'ombre de Patrice Lumumba, percute de plein fouet les défis de souveraineté immédiats face au M23 et aux ambiguïtés internationales. Deux autres fronts s'y ajoutent ce soir. À la Banque centrale, une décision monétaire discrète modifie les conditions de crédit de l'ensemble de notre économie. Et en Ituri, 2 villages ont été frappés en moins de 24 heures. Des otages ont été pris et 6 chefferies sur 7 restent sous la menace des forces démocratiques alliées. 4 dossiers, 4 batailles pour notre souveraineté. C'est par Bruxelles que nous commençons ce soir, parce que ce qui s'y est passé le 17 mars touche directement à la mémoire de qui nous sommes en tant que nation. Le 17 mars 2026, un tribunal bruxellois a ordonné le renvoi en procès du comte Étienne Davignon, ancien diplomate belge, aujourd'hui âgé de 93 ans, pour son rôle présumé dans l'assassinat de Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, exécuté le 16 janvier 1961 dans la province sécessionniste du Katanga avec ses compagnons Maurice Mpolo et Joseph Okito. Cette décision prend une dimension internationale précise. Elle intervient dans une période où plusieurs anciennes puissances coloniales européennes font face, sous pression judiciaire et mémorielle, à des demandes de comptes sur leur passé en Afrique. La Belgique avait restitué certaines reliques coloniales, présenté des excuses officielles, et une commission d'enquête parlementaire avait reconnu en 2002 une responsabilité morale dans l'assassinat. Mais cette reconnaissance est restée sans traduction pénale pendant 24 ans. Ce renvoi au procès en constitue le premier prolongement judiciaire concret. Selon l'acte d'inculpation des procureurs fédéraux belges, Étienne Davignon est accusé d'avoir participé à la détention illégale et au transfert forcé de Lumumba, de lui avoir refusé un procès équitable et de l'avoir soumis à des traitements humiliants et dégradants. Il est également mis en cause dans les meurtres de Mpolo et d'Okito. Son avocat n'a formulé aucun commentaire à l'issue de l'audience. Davignon n'était pas présent. La chronologie des événements établit l'inverse du tableau que certains voudraient retenir. Si la Belgique multiplie les gestes de réconciliation mémorielle depuis 20 ans, tous les autres suspects identifiés dans ce dossier sont décédés. Étienne Davignon se retrouve seul devant les juges, portant une responsabilité que l'histoire n'a jamais traduite en acte judiciaire depuis 65 ans. La commission parlementaire de 2002 avait pourtant documenté que des autorités belges ont facilité la livraison de Lumumba à ses bourreaux. Ce constat est resté lettre morte, jusqu'à présent. Les historiens soulignent par ailleurs que la dimension américaine de cet assassinat, inscrit dans la logique de la guerre froide, reste entière et pourrait être explorée lors des audiences. La petite fille de Patrice Lumumba, Yema Lumumba, a qualifié cette décision d'étape significative et de reconnaissance tardive, mais réelle. Elle a précisé que ce que sa famille recherche avant tout, c'est l'établissement de la vérité et des responsabilités dans la chaîne de décision qui a conduit à l'assassinat. Les avocats de la famille, qui ont déposé plainte en 2011, rappellent que ce procès ne concerne pas seulement les Lumumba. Il engage la relation entre deux nations devant l'histoire coloniale et devant le droit pénal international. Pour nos compatriotes, ce procès n'est pas une abstraction lointaine. Le nom de Patrice Lumumba figure sur des rues, des écoles, des institutions à travers notre pays. Son élimination physique a précipité notre nation dans des décennies d'instabilité. Si un diplomate de 93 ans peut répondre de faits commis en 1961, c'est que l'histoire n'efface pas. Elle attend. C'est une forme de dignité rendue
non pas à la seule famille Lumumba, mais à l'ensemble du peuple congolais. La question que ce procès pose à chacun d'entre nous est celle-ci. Que se passerait-il si la justice n'attendait pas 65 ans pour répondre? La souveraineté que nous réclamons aujourd'hui sur nos minerais, nos frontières et notre avenir commence par la vérité sur notre passé. L'élite qui négocie des contrats à Kinshasa, la classe moyenne qui scolarise ses enfants en citant Lumumba, le compatriote qui survit au quotidien dans les marchés de Ngaba ou de Kisangani, tous portent dans leur chair l'héritage de ce qui a été fait à notre Premier ministre. Ce procès ne ressuscitera pas Lumumba, mais il pose le fondement d'un récit national que personne ne pourra plus effacer. C'est précisément parce que notre souveraineté se défend aussi dans les institutions internationales que le dossier suivant exige toute notre attention. Ce qui s'est passé à Goma cette semaine n'est pas anodin. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, Bruno Le Marty, s'est rendu à Goma pour s'entretenir avec la haute hiérarchie de l'Alliance Fleuve Congo M23. La rencontre, présentée comme strictement humanitaire, visait à améliorer les conditions de travail des organisations d'aide dans les zones sous contrôle de la rébellion et à renforcer les mécanismes de protection des civils. Cette démarche s'inscrit dans une réalité internationale documentée. Plusieurs bailleurs de fonds internationaux ont réduit leur assistance humanitaire dans un laps de temps extrêmement court, fragilisant les opérations à l'est de notre pays de manière particulièrement sévère. Des millions de Congolais déplacés ou retournés dans leur zone d'origine font face à des besoins quotidiens urgents. Sur ce seul plan humanitaire, la démarche de l'ONU répond à une réalité que personne ne peut contester. Mais qualifier une réunion d'apolitique ne la rend pas politiquement neutre. Le communiqué de la rencontre indique que la réunion visait à améliorer un mécanisme de coopération déjà en place avec l'AFC M23, pas à en créer un. Il existait déjà. Ce détail pèse lourd. Une coopération structurée, installée, normalisée entre l'ONU et une rébellion armée. Dans le vocabulaire diplomatique, un mouvement qui reçoit le coordinateur humanitaire de l'ONU au niveau de sa haute hiérarchie, qui honore des engagements et dialogue avec les institutions internationales, se présente de facto comme un acteur de gouvernance sur des territoires qu'il occupe par la force. C'est précisément l'image que Kigali et ses alliés cherchent à construire. Le bilan documenté contredit les discours rassurants. Ce sont ces mêmes zones sous contrôle de l'AFC M23 qui concentrent l'essentiel des déplacements de population, des violations documentées et des obstacles à l'accès humanitaire. Les rapports du groupe d'experts des Nations Unies le confirment eux-mêmes. Pourtant, aucune mise en cause directe du mouvement n'apparaît dans les déclarations rapportées à l'issue de cette rencontre. Cette omission n'est pas anodine. L'absence la plus frappante est celle du gouvernement congolais. Aucun représentant de Kinshasa ne figure dans cet échange. L'ONU dialogue avec la rébellion, sur notre sol, dans notre ville de Goma, au sujet de nos populations, sans que notre État soit visible dans l'équation. Par ailleurs, le coordinateur a appelé à l'ouverture d'une enquête indépendante sur la mort de Karine Bissé, employée française de l'UNICEF, tuée par une frappe de drone à Goma. Une demande légitime, mais posée dans un contexte où l'AFC M23 et le gouvernement congolais se renvoient mutuellement la responsabilité de ces frappes. Sans désignation claire, l'ambiguïté profite mécaniquement à celui qui contrôle le terrain. Que nos compatriotes de Goma soient couverts par une aide humanitaire efficace, personne ne peut le contester. Mais que cette aide se construise au prix d'une normalisation progressive de la rébellion comme interlocuteur institutionnel sur notre propre sol, c'est un prix que Kinshasa doit refuser de payer en silence. Chaque mécanisme de coopération installé avec la rébellion, sans mandat explicite du gouvernement congolais, est un fragment de souveraineté cédé silencieusement. Notre gouvernement doit exiger d'être partie prenante de tout cadre de dialogue qui se tient sur son territoire, même humanitaire, même technique. La souveraineté ne se gagne pas uniquement sur les champs de bataille. Elle se défend aussi dans les salles de réunion de Goma. Lors de sa dernière réunion,
le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé de ramener le taux directeur de 17,5% à 15%, soit une réduction de 250 points de base. Le taux des facilités de prêt marginales passe parallèlement de 21,5% à 19%. Cette décision s'inscrit dans un mouvement d'assouplissement monétaire amorcé au dernier trimestre 2025. Ce choix de la BCC s'articule avec des dynamiques internationales précises. L'institution anticipe pour 2026 une croissance de 6,2% et une inflation maîtrisée portée par les cours favorables du cuivre et du cobalt. Mais les tensions géopolitiques mondiales et les barrières tarifaires exercent une pression réelle sur nos équilibres extérieurs. À la date de référence, le franc congolais s'établissait à 2147,79 FC pour un dollar sur le marché indicatif et à 2295,63 FC sur le marché parallèle. En rythme annuel, la monnaie nationale affiche une appréciation de 1,56% sur le marché interbancaire. Les coefficients de réserve obligatoire restent inchangés, 10,5% pour les dépôts à vue en monnaie nationale et 11,5% pour les dépôts en devises. L'arithmétique est sans concession. Une baisse de 250 points de base est un signal d'assouplissement envoyé aux banques commerciales. Sur le papier, cela devrait faciliter l'accès au crédit et stimuler l'investissement. Dans les comptes, la transmission de la politique monétaire vers les ménages et les petites entreprises reste limitée par la faible bancarisation de notre économie et par la dollarisation persistante. Pour l'entrepreneur de Matete qui cherche un financement, pour la coopérative agricole du Kasaï qui attend un crédit, la baisse du taux directeur ne se traduit pas automatiquement en conditions de prêt accessibles le lendemain. À cela s'ajoute une pression nouvelle sur les entreprises du sud du pays. Le comité de suivi des prix des produits pétroliers a révisé à la hausse les tarifs dans la zone d'approvisionnement sud. Le prix du gasoil est passé de 1,70 USD à 2,43 USD le litre et l'essence de 1,60 USD à 2,08 USD. Cette hausse reflète une réalité internationale documentée. Entre janvier et mars 2026, le baril est passé de 62,5 USD à 103,5 USD. Depuis juillet 2025, les sociétés minières ne bénéficient plus de la subvention de l'État et s'approvisionnent à la vérité des prix. Ce que cela signifie concrètement pour nos foyers, c'est une pression en cascade. La hausse des coûts opérationnels des mines se répercute sur les sous-traitants, sur les transporteurs, sur les chaînes d'approvisionnement locales. Dans un contexte où les chauffeurs de Kinshasa sont déjà en conflit avec les autorités sur la grille tarifaire et où un aller-retour quotidien coûte déjà 15 000 FC à un habitant de la capitale, selon des témoignages recueillis par nos confrères de 7 sur 7. Chaque ajustement de la structure des prix porte en lui le risque d'une nouvelle pression sur la dignité du portefeuille de nos compatriotes. Ce que la Banque centrale cherche à construire mérite d'être soutenu. Une monnaie stable, une inflation maîtrisée, une croissance durable. Mais la question que nous devons poser ensemble est celle de la vitesse. À quelle cadence les fruits de cette stabilité macroéconomique descendent-ils jusqu'aux 80% de nos concitoyens qui vivent dans l'économie informelle? Pour le grand investisseur qui lit les tableaux de la BCC depuis son bureau à la Gombe, les chiffres sont rassurants. Pour la vendeuse au marché de la liberté, dont le bénéfice quotidien absorbe chaque variation du taux de change, la question reste entière. Et ce n'est pas tout. Car pendant que l'économie ajuste ses curseurs, à l'est de notre pays, le prix que nos compatriotes paient est celui du sang et du déracinement. La situation en Ituri exige que nous y revenions ce soir. Dans la nuit du 16 au 17 mars, des hommes armés ont frappé le village de Bébessawa dans le territoire de Mambasa en Ituri. Ce mardi matin, 17 mars, les mêmes assaillants ont poursuivi leur progression vers le village de Bukulani sur l'axe Ndouye, où plusieurs personnes ont été prises en otage selon des sources concordantes sur place. Ces deux attaques en moins de 24 heures ont fermé les écoles,
arrêter les activités économiques et provoquer une fuite massive des populations des villages autour de Bandengaido. La route nationale numéro 4 reste coupée sur le tronçon Komanda Mambasa-Nyanya en raison de l'incendie d'un camion lors de l'attaque de Bebesawa, paralysant les échanges économiques de toute la région. Ce que Jospin Paluku Mboa, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise, établit est sans ambiguïté. 6 des 7 chefferies du territoire de Mambasa sont désormais touchées par les exactions des rebelles des forces démocratiques alliées. Les chefferies des Babila Babombi, Babina Bakwanza, Walese Karo, Walese Deze et des Bandaka sont frappées. Seule la chefferie de Mambasa Centre est pour l'instant épargnée. Les marchés de Babukeli, Epoulo, Ebiané et Salaté ont fermé. Des milliers de déplacés affluent vers Mambasa Centre et Nyanya. La société civile alerte sur un risque supplémentaire. La présence des ADF dans la réserve de faune à Okapi, patrimoine mondial, faciliterait l'exploitation illicite de minerais et le vol des récoltes de cacao. À ce tableau s'ajoute la question des Wazalendo. Dans le territoire de Fizi au sud Kivu, des milliers de combattants de ces milices épaulaient les FARDC face à l'AFC M23 sur plusieurs fronts simultanément, autour d'Uvira et de Rézi. En janvier 2026, un groupe d'experts des Nations Unies a publié un rapport documentant l'implication de certaines milices Wazalendo dans des exactions contre des civils. Ces accusations ont été rejetées par les miliciens interrogés. Mais le rejet d'une accusation par son propre auteur ne vaut pas réfutation. Les rapports du groupe d'experts de l'ONU sont produits à partir d'enquêtes de terrain, de témoignages et de recoupements documentaires. Leur crédibilité méthodologique est reconnue par la communauté internationale. Ce paradoxe place le gouvernement congolais dans une position délicate. D'un côté, les Wazalendo constituent un appui réel au FARDC dans des zones de pression intense. De l'autre, toute implication documentée dans des violations du droit humanitaire par des forces présentées comme auxiliaires des FARDC rejaillit directement sur la crédibilité de notre État à l'international et peut compromettre les programmes de coopération militaire. Le porte-parole de l'armée au Sud Kivu, le lieutenant Bouyi Kalonji Reagan, a affirmé mardi que la localité de Kirungu reste sous contrôle des FARDC, contrairement aux rumeurs circulantes. Dans la plaine de Ruzizi, des affrontements ont opposé l'AFC M23 au FARDC et au Wazalendo dans les villages de Kabunambo et Runingu sur la route nationale 5. Un habitant de Runingu confirme le retour du calme en soirée. Mais la route entre Bukavu et Uvira reste fermée, le Burundi soupçonnant des infiltrations via cet axe. Ce que vivent nos compatriotes de l'Est n'est pas une statistique. C'est une accumulation de nuits sans sommeil, de marchés fermés, de récoltes abandonnées, d'enfants qui n'atteignent plus leurs écoles. Pour Kinshasa, l'enjeu est double, maintenir l'efficacité opérationnelle des Wazalendo là où ils constituent un appui réel, tout en imposant des mécanismes de contrôle et de responsabilité qui permettent à notre État de dissocier son image des exactions documentées. Un Congo dont l'Est saigne en silence ne peut pas avancer. Ce que vit le paysan de Mambasa, ce que perd l'exportateur qui ne peut plus utiliser la RM4, ce que coûte chaque déplacement forcé à notre cohésion nationale, c'est une facture que personne ne peut se permettre d'ignorer. Laissons ces réalités nous peser un instant et regardons aussi ce qui se construit, ce qui donne à notre nation des raisons de projeter son regard vers l'avenir. Au Nord Kivu, la justice militaire fonctionne dans des conditions que le Réseau pour les droits de l'homme, le REDHO, qualifie de critiques. Le tribunal militaire de garnison de Butembo, qui couvre également le territoire de Lubero, tient ses audiences sous des bâches délabrées. Muhindo Wasivinywa, coordonnateur du REDHO, décrit une réalité concrète. Dès qu'il pleut, les audiences sont suspendues, repoussant indéfiniment des dossiers qui engagent la liberté de justiciables. Certains rapportent que leurs causes ont été reportées plus de 5 fois. La saison des pluies aggrave une situation que l'État n'a pas encore résolue. Le REDHO appelle à la construction d'un bâtiment digne pour cette juridiction. À ce jour,
aucune réaction officielle n'a été enregistrée de la part des responsables du tribunal militaire de garnison de Butembo. Un État qui demande à ses citoyens de croire en la justice doit au minimum lui fournir un toit. Comment être jugé équitablement quand la salle d'audience se dissout sous la pluie? Le droit à procès dans un délai raisonnable n'est pas un luxe. C'est une garantie constitutionnelle et nos compatriotes de Butembo et de Lubero méritent mieux que ce que l'État leur offre aujourd'hui. Sur le plan de l'infrastructure à présent, et la nouvelle vient du Sud Kivu, où quelque chose avance malgré tout. À Uvira, en Sud Kivu, les travaux de la route nationale numéro 30 ont officiellement repris ce mardi lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki. Le groupe IS Africa, chargé de l'exécution, s'est engagé à livrer la chaussée de 5 mètres de largeur dans un délai de 8 mois. La RN30 est une voie vitale pour les habitants d'Uvira, dont la majorité vit des échanges transfrontaliers. Le ministre provincial des infrastructures, Georges Kibonge, a insisté sur le respect des normes de construction et des délais, qualifiant la qualité de l'ouvrage d'exigence non négociable. L'arrêt brutal des travaux, aggravé par le pillage des matériaux et du goudron destiné à la RN5, avait plongé la population dans l'incertitude. Cette reprise ne résout pas la crise sécuritaire. Mais dans un territoire qui suffoque sous les combats, voir un chantier reprendre est, pour nos compatriotes d'Uvira, un signal que l'État n'a pas complètement abandonné le terrain. De Butembo et d'Uvira, cap sur le reste du continent et du monde, car ce qui se passe au-delà de nos frontières continue de dessiner notre horizon. À l'approche du 4e anniversaire du conflit soudanais, le bilan humanitaire reste l'un des plus lourds au monde et l'indifférence internationale l'un des plus troublants. Lors d'un séminaire en marge de la 61e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, Abdoul Bagui Djibril, représentant principal du Centre africain pour la démocratie et les droits de l'homme auprès des Nations Unies, a tiré la sonnette d'alarme. Il a décrit une détérioration continue, alimentée par les conflits internes, les groupes armés et les changements anticonstitutionnels de pouvoir, et a appelé à une pression forte sur l'armée soudanaise pour un transfert du pouvoir aux civils. Human Rights Watch documente depuis mars 2025 des frappes aériennes contre des marchés et des villes à Khartoum, El Fasher et dans le Kordofan occidental. En avril 2025, plus de 25 femmes risquaient la peine de mort pour accusation de collaboration avec les forces de soutien rapide. Le Royaume-Uni a imposé en février 2026 des sanctions contre Abou Akila Keikel, commandant des forces du bouclier du Soudan. Ce que le Soudan vit nous concerne directement. Un continent où des crises de cette ampleur restent ignorées de la communauté internationale est un continent où la RDC ne peut pas compter uniquement sur la bonne volonté des partenaires. Notre diplomatie doit en tirer une leçon de prudence stratégique. La solidarité internationale se construit en temps calme, pas seulement en temps de crise. Le silence autour du Soudan doit nous rappeler que ni le volume des souffrances, ni la documentation des crimes ne garantissent une réponse internationale automatique. Un autre dossier continental retient notre attention ce soir, et il touche au football africain. La Confédération africaine de football a officiellement désigné le Maroc champion d'Afrique 2025, après avoir dépouillé le Sénégal du titre obtenu sur le terrain. La commission d'appel de la CAF a estimé que le départ temporaire de l'équipe sénégalaise lors de la finale du 18 janvier, à la suite d'un pénalty contesté sifflé par l'arbitre congolais Jean-Jacques Nadal, constituait un abandon de match passible de forfait. Le résultat a été modifié en une victoire 3-0 pour le Maroc, offrant aux Atlas Lions leur deuxième titre continental, 50 ans après 1976. La Fédération sénégalaise de football, par la voix de son secrétaire général Abdoulaye Seydou Sow, a qualifié la décision d'injuste, sans précédent et inacceptable, et a confirmé un recours immédiat devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Ce qui se joue devant le TAS intéresse notre pays à plusieurs titres. L'arbitre de la finale controversée est condamné. La CAF, institution censée porter le football africain, sort fragilisée de cet épisode. Et pour nous, nation qui plaide chaque jour pour le respect des procédures,
voire une décision sportive majeure traitée avec une telle ambiguïté procédurale est un signal que la gouvernance africaine, dans tous ses secteurs, a encore un chemin considérable devant elle. Passons maintenant aux signaux qui remontent de nos provinces et de nos communes ce soir, car la nation se lie aussi dans ses détails. Ce soir, l'actualité congolaise vit dans les rues de Kinshasa, sur les routes d'Uvira, dans les carrefours où le quotidien se négocie franc à franc. À Kinshasa, la grève annoncée des transporteurs routiers a été levée après une réunion de crise présidée lundi par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, en présence du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et des représentants du secteur. Les chauffeurs avaient exprimé leurs préoccupations liées aux nouvelles mesures de sécurité routière et au renforcement des contrôles. Un accord a été trouvé pour la mise en place d'une commission d'harmonisation. D'autres consultations sont prévues dans les prochains jours. La paix sociale dans ce secteur reste fragile et le dossier des tarifs est loin d'être refermé. Ce même secteur souffre d'un mal plus profond. Des usagers interrogés ce mardi dénoncent le non-respect de la grille tarifaire. Aux heures de pointe, les courses grimpent jusqu'à 5 000 francs congolais, contre environ 2 000 francs congolais en période creuse. Un aller-retour quotidien coûte en moyenne 15 000 francs congolais à un habitant de la capitale. Les usagers appellent à l'affichage obligatoire des prix à bord des véhicules et à un contrôle renforcé. Dans la commune de Selembao à Kinshasa, des habitants dénoncent des arrestations arbitraires en soirée. Un reporter de Média Congo Presse a constaté mardi vers 19h30 l'interpellation de jeunes garçons sans motif apparent, avec l'usage d'une machette par l'un des agents pour intimider les interpellés. Des témoins appellent le commissaire divisionnaire Israël Kantou à diligenter une enquête. Ces pratiques, désignées localement sous le terme d'opération Oudjana, visent à extorquer de l'argent aux citoyens. Elles persistent dans plusieurs communes de la capitale malgré les dénonciations répétées. Une controverse grandissante entoure depuis plusieurs mois les activités de certains individus se réclamant de la force du progrès à Kinshasa. Des habitants de plusieurs communes, dont Limete, Lemba, Massina et Kintambo, rapportent des actes d'intimidation, des perturbations de la circulation et des présences imposées à des carrefours stratégiques. Les cadres de l'UDPS interrogés par la presse évoquent des militants incontrôlés. Aucun communiqué officiel n'a été produit. La société civile appelle à plus de clarté et à des mesures concrètes. Kinshasa accueille ce 18 mars la première édition du Forum Média RDC Chine. Le directeur général de l'agence congolaise de presse, Bienvenue Marie Bakoumania, a déclaré à cette occasion que l'objectif est de présenter notre pays comme une terre d'innovation, non plus simplement comme un réservoir de matières premières. Près de 200 participants sont attendus avec la participation de l'ambassadeur de Chine en RDC et des représentants de Sycomins, CREC et CNMC. Un décret signé le 24 janvier 2026 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka introduit de nouvelles règles pour l'importation de véhicules d'occasion. Âge maximal fixé à 15 ans, certificat de contrôle technique obligatoire délivré dans le pays d'origine et expertise indépendante possible aux frais de l'importateur en cas de doute. Ces mesures visent à moderniser un parc automobile marqué par la vétusté, particulièrement à Kinshasa. Au Palais du Peuple, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, a révélé mardi que plus de 80 questions écrites et orales ont été enregistrées pour la session de mars, essentiellement dédiées au contrôle de l'action gouvernementale. Parmi les textes prioritaires figure la loi de ratification des accords de Washington entre la RDC et les États-Unis, ainsi que l'accord conclu avec le Rwanda sur les cadres d'intégration régionale et la souveraineté permanente de la RDC sur ses ressources. La justice néerlandaise a mis fin à toute poursuite contre l'homme d'affaires israélien Dan Gertler dans le dossier Samos, après 15 ans d'enquête. Selon l'opérateur minier Deo Kasongo, aucune preuve de culpabilité n'a été établie. Rappelons qu'en février 2022, l'État congolais avait conclu un arrangement avec Gertler permettant de récupérer des actifs miniers et pétroliers évalués à plus de 2 milliards USD. Le Royaume-Uni, la Suisse et Israël avaient déjà classé ce dossier.
Ce soir, 4 dossiers ont structuré notre regard. À Bruxelles, la justice belge a renvoyé Étienne d'Avignon en procès pour l'assassinat de Patrice Lumumba, 65 ans après les faits. À Goma, le coordinateur humanitaire de l'ONU, Bruno Le Marquis, a dialogué avec la hiérarchie de l'AFC M23 dans le cadre d'un mécanisme déjà installé, laissant notre gouvernement absent d'une équation qui se joue sur notre propre sol. À la Banque centrale, la réduction du taux directeur de 250 points de base dessine un cap macroéconomique, dont les effets réels sur les foyers dépendent d'une transmission que nos structures économiques ne garantissent pas encore. Et en Ituri, 6 des 7 chefferies de Mombasa restent sous la menace des ADF, pendant que la plaine de Ruzizi connaissait encore des combats ce mardi. La pensée du soir m'est inspirée par Cheikh Anta Diop, qui écrivait que la conscience historique est la condition de toute action politique cohérente. Ce que le procès Lumumba rappelle, ce que nos combattants de l'Est portent sur leurs épaules, ce que nos négociateurs doivent savoir avant chaque réunion, on ne défend bien que ce qu'on comprend en profondeur. Pour aller plus loin ce soir, je vous invite à découvrir ou redécouvrir notre dossier « Enfin le masque tombe », qui retrace 28 ans de rébellion et les logiques de pouvoir qui ont façonné notre Est. Ce que Bruxelles a décidé cette semaine et ce qui se passe à Goma ne sont pas 2 réalités distinctes. Ils parlent tous 2 de la même question. Combien vaut la vie d'un Congolais aux yeux du monde? Notre prochaine édition est pour demain. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Que Dieu bénisse notre Congo et chacun de ses fils et de ses filles. À Kinshasa comme à Butembo, à Uvira comme à Paris, à Pékin comme à Sydney. C'était Mélissa pour Inside News RDC. Les faits d'abord, toujours. Bonne continuation.